tiens tout d'abord à remercier les organisatrices de ce café Génération S. Alors je vais vous parler de l'histoire de la protection sociale, mais sur un temps long. La protection sociale est souvent associée en France à la sécurité sociale créée en 1945, et l'expression même de protection sociale est assez récente, elle date des années 1930. Toutefois, l'idée de protéger sur le plan social chaque individu d'une communauté humaine est très ancienne. Et il existe en réalité une histoire donc longue de la protection sociale de l'Ancien Régime. Et donc aujourd'hui, je vais aller jusqu'à 1945, jusqu'à la sécurité sociale. Alors quelle est alors finalement la préhistoire de cette sécurité sociale? Quelles sont les différentes traductions de la protection sociale au fil des siècles? Donc pour répondre à ces interrogations, nous nous intéresserons tout d'abord aux diverses formes de protection des personnes de l'Ancien Régime jusqu'aux années 1830. Puis nous insisterons sur l'émergence de la question sociale au XIXe siècle. Et enfin, nous reviendrons sur la législation sociale de la Première Guerre mondiale jusqu'à 1945. Alors, se protéger et protéger les siens est un comportement naturel, instinctif, et pour ce faire, les individus forment des groupes, d'où l'importance des liens de parenté, de la famille, depuis l'Antiquité. Et encore aujourd'hui, dans des pays où les systèmes de retraite sont inexistants, eh bien, avoir beaucoup d'enfants permet est une garantie pour ces vieux jours. Au nom de la charité, un certain nombre d'institutions religieuses se préoccupent du sort des plus pauvres, donc notamment les hôpitaux, et puis l'activité de prêt sur gage naît au Moyen-Âge, autour du XVe siècle, avec la création des monts de piété. Il faut aussi le dire, au Moyen-Âge, on a un système entre les suzerains et les vassaux, la féodalité, qui est réglée sur les questions de devoir et de droit. Et donc les nobles, puis ensuite les châtelains, se doivent de protéger les plus démunis. Ça fait partie finalement de ce contrat tacite. Durant l'époque moderne, notamment en Angleterre, une loi en 1606 confère un droit d'assistance à tous les membres d'une paroisse. La paroisse a l'obligation de donner de l'argent à un enfant pauvre ou à un invalide, ou du travail à un individu valide. Mais on a un paradoxe très vite qui voit le jour finalement dès l'époque moderne, c'est qu'on demande donc aux personnes de secourir les plus faibles, et puis en même temps le pauvre fait peur. On a toute une imagination du pauvre qui se met en place, et on le voit très bien, notamment en 1670, lorsque Louis XIV crée à Paris les Invalides, sous prétexte d'assurer aide et assistance à ces soldats blessés. Finalement, eh bien, il exclut de la ville des individus qui sont gênants parce que, soi-disant, ils sont créateurs de rixes, de bagarres dans les rues. Alors on peut se demander si, sous la Révolution française, on a connu un tournant. Alors oui, d'une certaine façon, puisque même si la citoyenneté sociale a été moins importante que la citoyenneté politique sous la Révolution française, il faut quand même noter qu'un droit à l'assistance est proclamé par le comité de mendicité en 1790. On évoque aussi la mise en place d'un livre de la bienfaisance sous la Convention, ou encore la volonté aussi de développer l'aide sociale et médicale à domicile. Et puis dans la Déclaration des droits de l'homme en 1793, il y a un article qui porte sur l'assistance. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux. Donc on le voit, il y a un vrai changement sous la Révolution française, mais néanmoins, même après la Révolution française, durant l'âge romantique, au XIXe siècle, il y a toujours cet imaginaire négatif du pauvre qui est persistant, et finalement être pauvre est vu comme une faute individuelle. Si on est pauvre, eh bien on a qu'à s'en prendre à soi-même finalement. Et au XIXe siècle, par exemple, si vous étiez endetté, vous alliez en prison, vous étiez condamné à de la prison. C'était quand même très, très dur. Alors,
Si on va au-delà de cet imaginaire, on voit que la pauvreté est plurielle en fait, très tôt. Hein. Donc à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle, un historien comme André Gleselin l'a bien montré dans un livre « Gens pauvres, pauvres gens dans la France du XIXe siècle », on a à la fois les vagabonds, les pauvres errants, les pauvres dans les communautés rurales, comme les journaliers, et puis ceux qui vivent en ville, avec ou sans travail, avec ou sans domicile. Vous voyez que c'est quand même très, très ancien. Et puis dans les années 1830, on voit donc l'apparition de ce qu'on appelle la question sociale. Ces années sont un tournant, puisque les experts, sollicités, souvent des médecins, sollicités par le gouvernement de la monarchie de Juillet, gouvernement orléaniste, et les premiers socialistes s'intéressent donc à ce qu'on appelle la question sociale, à savoir les conditions de vie et de travail des catégories sociales les plus démunies, ouvriers, petits artisans. L'hygiénisme aussi se diffuse afin d'éviter la propagation des maladies chez les plus pauvres, et on imagine déjà un aménagement urbain, par exemple à Paris, pour éviter la propagation du choléra. Il faut aussi avoir en tête qu'avec la loi Le Chapelier de 1791, qui est une loi importante, les corporations et les associations sont interdites. Donc finalement, la liberté de travail l'a emporté sur la liberté d'association pour plus d'un siècle. Mais néanmoins, sous le Premier Empire, on voit là la réapparition, la renaissance, ce qu'on appelle les sociétés de secours mutuels, qui existaient déjà au XVIIIe siècle. Et donc ces sociétés, organisées par les travailleurs eux-mêmes, doivent permettre de réduire les problèmes comme la maladie, l'infirmité, les accidents, le chômage, le décès, voire la retraite, lorsque les salariés ou ouvriers d'une branche de métier adhèrent à une société de secours mutuel en s'acquittant d'un droit d'entrée ou à une cotisation annuelle. En 1848, on a un nouveau temps, un temps important, c'est cette éphémère Seconde République, mais... Pardon. Ok. Oui. Bon, ça a l'air de marcher. Mais qui a essayé de mettre en place ce qu'on appelle la République sociale. Et donc notamment un nom, c'est celui de Louis Blanc. Louis Blanc qui est l'auteur de l'organisation du travail. On lui doit en tout cas l'idée d'un droit au travail. Si par exemple en 1946 vous avez dans le préambule de la Constitution de la 4e République le droit au travail, cela on le doit à Louis Blanc. Il y a eu la tentative de mettre en place ce qu'on appelait les ateliers nationaux pour donner du travail aux chômeurs, mais très vite parce que finalement ces chômeurs se sont vus comme subversifs dès juin, après les répressions de juin 1848, ils seront fermés. Néanmoins, il faut noter qu'en 1849, l'assistance de Paris est créée. Donc ça, c'est vraiment un héritage aussi de cette Seconde République. Sous l'Empire, c'est là vraiment la croissance de ces sociétés mutuelles de secours, qu'on appelle ensuite mutualité impériale, sous Napoléon III. Donc, à quoi servent-elles durant cette époque? Assurer des secours temporaires aux sociétaires malades, blessés ou infirmes, et de pourvoir à leurs frais funéraires. Et donc on en compte énormément dans les communes, et dès 1852, il y a 2500 sociétés en France qui regroupent plus de 271 000 mutualistes. Mais finalement, les choses concrètes, en tout cas législatives, se mettent en place plutôt sous la Troisième République. C'est vraiment le temps de la législation sociale sous la Troisième République. Léon Gambetta, par exemple, ne parle plus de la question sociale, mais des questions sociales. Donc, le fait qu'il faille résoudre toute une série de problèmes dans ce domaine. On peut penser aussi à un personnage important, le président du Conseil, Waldeck-Rousseau, qui est quand même à l'initiateur de la loi sur les syndicats en 1884, de la loi sur les associations en 1901, cette loi qui est finalement l'aboutissement du combat des réformateurs sociaux durant tout le 19e siècle. Et même les lois Ferry, d'une certaine manière, pour certains, suffisent à supprimer les inégalités sociales via la méritocratie, via l'ascension sociale. Alors,
Parmi les lois importantes, il faut citer une loi qui est proposée dès 1880 par un ancien 48ard, maçon, député, Martin Nadeau, qui est une proposition de loi sur les accidents de travail. Et il faudra attendre 1898, c'est la loi du 8 avril 1898 qui oblige les employeurs à prendre en charge le risque lié aux accidents de travail en s'assurant. Donc ça, c'est une des lois fondatrices, quand même, de cette protection sociale française. Alors on a eu d'autres lois, la loi de 1893 sur l'assistance médicale gratuite aux personnes privées de ressources, la loi de 1902 qui généralise la création des bureaux d'hygiène dans les principales villes du pays, la loi de 1905 sur l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes et incurables, et puis une loi importante, la loi du 5 avril 1910 qui institue un régime d'assurance obligatoire pour les salariés du commerce et de l'industrie en matière d'assurance vieillesse. Et le droit à la retraite, notamment pour une figure comme Jean Jaurès, est un tournant aussi. Pour lui, finalement, cette question de la retraite induit le passage d'une démocratie politique à une démocratie sociale. Donc on voit qu'un certain nombre de mesures sont prises, mais néanmoins, en France, à cette époque-là, on est quand même assez loin de ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, avec le chancelier Otto von Bismarck, qui est l'instigateur dans son pays de ce qu'on pourrait appeler une sécurité sociale dès les années 1881-1889, avec un système complet d'assurance sociale qui comprend la création de caisses d'assurance sociale, dont le fonctionnement est géré par les partenaires sociaux et non par l'État, l'assurance accident du travail, qui est contrôlée par les entreprises, l'assurance maladie, qui, elle, est contrôlée par les ouvriers, et la création d'une caisse d'assurance invalidité et retraite. Et puis il faut avoir en tête que, bien sûr, là je vous parle de ce qui vient du haut, finalement, de l'Assemblée, mais des choses aussi viennent du bas. On le voit très bien, par exemple, avec un personnage comme Louis Ricard, qui a été maire de Rouen, un historien comme Yannick Marek a parlé du système rouennais d'assistance publique, mis en œuvre par Louis Ricard, qui permet de coordonner les actions des hospices civils, des bureaux de bienfaisance, des dispensaires qui ont été modernisés, et en même temps, Louis Ricard est le principal rapporteur de la loi dont je vous ai parlé de 1898. Alors, au XXe siècle, que se passe-t-il ? Eh bien, on a avant tout les effets de la Première Guerre mondiale sur la question de la protection sociale. Aussi la crise de 29 en France. Bon, rappelons quelques chiffres. On a 3,6 millions de blessés en France, 1,1 million 100 000 invalides, 120 000 mutilés et amputés, des milliers de malades à cause de la tuberculose, de la grippe espagnole. Donc on voit une nécessité à s'emparer du sujet des soins sociaux. Et on a surtout un effet démographique. La France perd 10% de sa population masculine. La population française n'a augmenté que de 3% entre 1900 et 1939, contre 36% en Allemagne, 33% en Italie et 23% au Royaume-Uni. Donc toute une politique là nataliste se met en place avec l'instauration de la fête de mère. Non, ce n'est pas Pétain, c'est antérieur. La valorisation des familles nombreuses, l'interdiction aussi de toute propagande antinataliste, et puis des poursuites qui sont engagées contre l'avortement et qui sont renforcées dans les années 1920. Et le régime de Vichy continuera dans ce sens, mais pour d'autres raisons, bien entendu. Donc on observe dans ces années 20-30 une démarche hésitante vers les assurances sociales. On peut parler des lois du 5 avril 1928 et du 30 avril 1930 qui mettent en place une assurance pour les risques maladies, maternité, invalidité, vieillesse et décès pour les salariés titulaires d'un contrat de travail, et un régime spécial aussi pour les agriculteurs. Et puis vient le tournant donc de 1945. Alors après la Seconde Guerre mondiale, la France tente de se reconstruire physiquement, mais aussi socialement, et c'est ça qui est important aussi à noter, avec ce gouvernement finalement d'unité nationale, avec des gaullistes et aussi d'anciens ministres de la SFIO. Léon Blum est encore vivant en 1946. Le ministre du Travail communiste, Ambroise Croizat, est l'un des fondateurs de la sécurité sociale, et donc les objectifs des fondateurs sont multiples, l'unité des institutions et l'universalité des risques, l'idée aussi qu'il faut renforcer finalement la démocratie dans ces instances. Les organismes de droit privé avec autonomie de gestion sont gérés par des conseils d'administration composés de représentants de salariés et d'employeurs. Donc on le voit qu'on a
à une révolution, puisque le système, ce qu'on appelle la protection sociale, a une véritable cohérence à partir de 1945, donc c'est une révolution par rapport aux années 1830-1820. Donc en conclusion, on peut dire que la sécurité sociale n'est pas la fin d'un processus, avec la fin des 30 glorieuses, et notamment le premier choc pétrolier de 1973, eh bien la question de la protection sociale est toujours d'actualité. Pensons par exemple au gouvernement de Chaban-Delmas. Bon, ça a l'air de marcher. Qui met en place l'initiative du SMIC. La loi Veil, bien sûr, sur la contraception, qui est importante, qui permet à toute femme de disposer de son corps comme elle le souhaite. Et puis les mesures de 1981, qui sont finalement l'aboutissement pour certaines de mai 68. C'est un moment 68 qui part de 67 jusqu'à 81. Donc on peut penser à l'augmentation du SMIC, la retraite à 60 ans, les allocations familiales pour stimuler la consommation. Et puis sous le gouvernement de Michel Rocard se met en place en 88 le revenu minimum d'insertion, qui sera remplacé en 2009 par le RSA. Donc la sécurité sociale reste pour une grande partie des Français un acquis et une des plus grandes réussites finalement de la République sociale. Mais pour combien de temps, à l'époque de la mondialisation des marchés et de la marchandisation des offres de soins, la République sociale demeure encore un devenir.